Freelance & Co, le podcast des talents. Parce qu'un indépendant n'existe pas tout seul, il faut toute une équipe. Les clients, les confrères, les supports administratifs, les soutiens moraux. Autant de personnes qui gravitent autour du freelance pour le faire réussir. Alors, bienvenue dans notre podcast. Ouvrez grand votre esprit et vos oreilles. On va vous éclairer. Et bienvenue à tous dans Freelance & Co, le podcast des talents. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Chastan. Bonjour. Bonjour. L'idée d'aujourd'hui, vous le savez, et l'idée du podcast, c'est à chaque fois de vous présenter des métiers, des parcours, des passions qui sont, allez, c'est le mot à la mode un petit peu, qui sont inspirantes, on va dire. Donc, Amélie, elle a un métier un peu particulier. Si tu avais à nous expliquer, tu fais quoi dans la vie ? Alors moi, je suis biographe et correctrice, mais essentiellement biographe. Donc, je raconte la vie des gens dans des livres pour transmettre à la famille ou pour faire des témoignages grand public. Ça, c'est quelque chose, tu sais, c'est comme l'histoire de Tintin. Ah oui, moi, dès toute petite, j'ai toujours voulu écrire, ou j'ai toujours voulu être journaliste, ou j'ai toujours... voilà. Non. Non, pas du tout. Mais alors moi, pas du tout. Je le raconte assez souvent. Petite, pour moi, c'était zéro lecture, nulle en orthographe, vraiment rien qui m'amenait à ça. Je me suis mise à lire vraiment en fin d'adolescence avec un Marilyn Clark, dont j'ai aucune culture des classiques, ni rien, je ne suis pas du tout là-dedans. Par contre, il s'est révélé beaucoup plus tard qu'en fait l'écriture était mon mode de fonctionnement. Je suis arrivée à ce métier, avant je travaillais dans une banque, et je suis arrivée à ce métier en m'ouvrant à plein de signaux faibles, à savoir que je vendais à mes clients plus par écrit qu'à l'oral, que quand dans la famille il y avait malheureusement un décès, c'est toujours moi qui écrivais l'éloge, que quand il y avait des festivités, c'est toujours moi qui faisais l'album photo, donc vraiment en racontant l'histoire de la journée. Mais moi, dans mon esprit, j'avais surtout l'idée que j'arrangeais du monde. En fait, je n'avais pas compris que c'était un talent particulier. Voilà. Et un soir, devant la grande librairie, il y a une écrivaine qui a dit qu'elle avait fait une formation pour devenir écrivain. Donc là, vraiment, je suis restée pantoise parce que je me dis, ah bon, on ne n'est pas écrivain. Oui, on a toujours cette image de non, mais moi je suis douée pour l'écriture. Ou Donc en fait, c'est beaucoup de travail être écrivain, même surtout ceux qui écrivent des romans. Il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de nouveaux essais, voilà. Mais comme dirait la philosophe Claire Marin, alors moi je ne suis pas une écrivaine d'imagination, mais plus écrivain du réel. Donc cette écrivaine-là, dans la grande librairie, a dit qu'elle avait fait une formation. Par pure curiosité, j'ai regardé ce que c'était. Et en fait, dans le fil de réponse Google, il y avait écrivain public, biographe, et j'ai regardé le détail de ce que faisaient ces personnes, dont je ne connaissais pas l'existence. Et là, je dis, ah oui, mais en fait, c'est ce que tu fais naturellement tout le temps. Et donc, je me suis lancée. J'ai fait un bilan de compétences pour vérifier que c'était la bonne idée. Puis après, tout le cursus. ça veut dire quoi, biographe ? Parce que moi, j'ai une image peut-être en décalage. Pour moi, un biographe, ça va être quelqu'un qui va aller retracer le parcours d'un personnage historique qui est mort il y a 200 ans et qui va mener une enquête pour retracer tous les fils de sa vie. C'est ça ou c'est pas ça ? En fait, c'est ça et c'est pas ça. Les deux existent, en fait. Et entre confrères, des fois, confrères et consoeurs, on se dit qu'on devrait dire autobiographe. Parce que mon métier, tel que je le pratique, c'est que je vais enregistrer des gens qui me racontent eux-mêmes leur vie. Et après, à partir des enregistrements, des questions que j'ai posées, de leur narration, j'en fais un livre. Mais on peut être vraiment biographe parce que, alors moi ça ne m'est pas encore arrivé, mais j'ai une consoeur qui est spécialisée là-dedans. On peut aussi écrire la biographie d'un membre de la famille disparu. Donc on est les deux. Mais essentiellement pour le moment, mon activité c'est plus autobiographe parce que on écrit à la première personne, on écrit en jeu et on devient vraiment la personne qui raconte sa vie. Donc, j'ai quelque chose, admettons, j'ai envie de laisser une trace, j'ai envie de raconter quelque chose parce que j'ai vécu une expérience de vie particulière, ou pas d'ailleurs, ou pas. Qu'est-ce que je fais ? Je t'appelle et il se passe quoi ?
Alors, on fait en général une première rencontre pour vraiment déterminer le cadre. Est-ce qu'on raconte toute la vie ou est-ce qu'on fait une biographie partielle sur vraiment un événement, une partie de vie? Est-ce que c'est l'angle perso ou est-ce que c'est l'angle pro? Voilà, on détermine qui va être le lectorat. Donc voilà, un premier entretien plus informel. Et après, on fait des entretiens où j'ai un enregistreur, je prends très peu de notes et j'enregistre vraiment tout ce qu'on se dit. Et derrière, après, je les retravaille, je réécoute, je prends mes notes. Alors, chacun a sa méthode de travail. Pour ma part, je fais des cartes mentales à partir de tout ce qu'on s'est raconté. Ça me donne mon plan. Et après, j'écris. Et après, je soumets le texte. En général, là, la personne se dit ah mince, ah ben, je vois que je vous ai dit ça, mais j'ai oublié de vous raconter ça. Donc, on rajoute. Ou il y a ah oui, mais alors maintenant que je le vois écrit, non, j'ai pas envie que ça paraisse. Donc, on enlève. Parce qu'à la fin, c'est le texte de la personne. L'auteur, c'est la personne qui me raconte, c'est pas moi. Donc c'est son texte, c'est lui qui décide à la fin ce qu'il y a dedans ou pas. J'ai justement cette posture d'être en retrait, d'être une partie de la main ou une partie du cerveau de la personne qui va raconter son histoire. Elle est facile à acquérir, cette posture-là, ou elle est frustrante des fois, ou elle est... À titre personnel, je me suis rendu compte que je le faisais naturellement, même dans mon précédent métier. En fait, je racontais facilement la vie de mes clients dans les entretiens, dans les comptes rendus, quand j'avais vendu un prêt immobilier, une assurance vie. Et j'expliquais le parcours du pourquoi, du comment, là, le client en était arrivé là. Donc pour moi, c'était naturel. Après, c'est un gros sujet de la bonne distance, quand il y a des sujets très lourds qui sont abordés. On n'a pas à devenir amis au moins le temps de la narration. Il faut voilà, être juste. Ça n'empêche pas des fois de pleurer. Ça ne m'est pas encore arrivé de pleurer en même temps. J'ai des consoeurs à qui c'est arrivé. Ils ont pleuré avec le narrateur. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Voilà, tout le jeu, c'est la bonne distance. Parce qu'il faut être assez proche pour que dans l'écriture, on devienne vraiment la personne et que les lecteurs, surtout quand c'est la famille, se disent « Ah, je l'entends dire ça ». Mais on n'a pas à se prendre sur les épaules la douleur des gens. C'est pas notre histoire, c'est la leur. Et mine de rien, c'est aussi réussir. J'aime bien, il faut que les gens qui lisent entendent la personne. Donc ça, allez, qu'est-ce qu'il nous faut comme qualité si, tu vois, si je me dis, ah ouais, biographe peut-être, c'est quoi? C'est énormément d'écoute, plus. Alors, c'est aussi pour ça que je prends pas de notes. Pour vraiment être dans les regards, dans ce que va dire la personne, enfin, l'émotion qu'elle va... Des fois, la larme qui coule pas, mais qui vient à l'œil quand elle dit... Ça peut être la seule note que je vais prendre. Larme à l'œil quand, ou sourire quand, ou soupir, ou voilà. Et le fait de réécouter après pour être vraiment dans les mots où on entend l'éthique de langage, où on en glisse pour que ça puisse se reconnaître. Et après, ben, c'est le jeu aussi de la construction du livre, que le lecteur soit happé dedans. Ça va être glisser des dialogues, ça va être voilà, construire tout le livre pour que le lecteur puisse plonger dedans. Quand tu parles de construction de livre, donc quand on a préparé ce podcast, tu m'expliquais qu'il y avait vraiment des typologies de clients différents. Il y a des gens qui sont très avancés, qui sont très aboutis, et inversement, des gens où on part quasiment d'une feuille vierge. C'est ça. En fait, on dit qu'on est biographe, mais il n'y a jamais un projet qui ressemble à l'autre. On a notre offre de départ, on se dit, pour tant d'entretien, ça va coûter tant, ça va être tant. Mais en fait, on n'a aucun projet qui se ressemble. Parce que déjà, même la personne qui parle d'une feuille vierge, on va avoir le narrateur où on a besoin de 6 heures, l'autre on a besoin de 10 heures, l'autre 13 heures d'entretien. Il y a la personne qui a déjà pris des notes, il y a la personne qui a déjà à moitié construit son livre, il y a tout. Et c'est à nous de nous coller en fait au projet de la personne. Ça te plaît ça, ce travail d'adaptation? Moi, j'adore ça. Pourquoi? Parce que j'aime pas refaire 10 fois la même chose. Donc là, forcément, enfin déjà chaque histoire est unique, mais en fait de jamais partir du même point, c'est génial. C'est génial. Le deuxième idée reçue aussi sur le métier de biographe, c'est tu reçois forcément des octogénaires plus qui veulent laisser un héritage à leurs petits-enfants ou à leurs arrière-petits-enfants.
Ma première nonagénaire même est arrivée après 2 ans d'activité. Ma première cliente avait 40 ans, ma plus jeune actuellement a 28 ans. Donc Ok. c'est... et j'ai envie de dire, je pense aux enfants qui sont hospitalisés. Alors ils ont souvent pas l'âge de le faire, mais ils auraient déjà un vécu assez lourd pour pouvoir écrire leurs livres, ou des beaux souvenirs, ou que ce soit triste ou joyeux. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 80 ans pour... Là, j'ai une nouvelle dame qui m'a contactée la semaine dernière, elle a 37 ans, et elle le dit, ça fait partie de son combat pour avancer. Ok. Et d'ailleurs, elle l'écrit d'abord pour elle. Là, pourquoi elle n'a pas de lectorat, elle ne sait pas trop pour qui elle l'écrit. Pour elle en premier, parce qu'elle a déjà vécu pas mal de choses. Et voilà, elle dit que peut-être qu'elle n'en fera jamais un livre, peut-être qu'elle en fera des témoignages dans des tables rondes, des choses comme ça. Mais en premier lieu, c'est pour elle, c'est une étape de vie. Dans quel état d'esprit ils arrivent en général, les gens qui te contactent? Ils ont peur, ils sont curieux, ils sont impatients, ils sont dans la découverte, ils ont le doute, Alors, pour ma part, j'ai eu 90% de personnes qui sont venues d'eux-mêmes. Donc ça change beaucoup les choses Ouais. parce que ça peut être aussi un cadeau, où là c'est plus compliqué parce que la personne n'avait pas forcément l'idée, elle n'a pas forcément envie, donc il faut tout le travail d'explication, pour la détendre, pour avancer. Mais bon, 98% m'en sont arrivés d'eux-mêmes, c'était leur projet, donc non, ils ont souvent hâte de commencer, puis ça avance. Et les questions qu'ils te posent au-delà des contingences matérielles et financières, ils te posent quoi comme questions? Mais en fait, ils en ont pas tant que ça. Ils en ont pas tant que ça. Donc ça veut dire qu'ils font confiance. Oui. Ils sont Oui. partis dans l'idée Oui, que ils ont- vous alliez faire équipe. Oui, ils n'ont pas tant de questions que ça. Ils sont vraiment plus dans. Voilà, moi j'ai envie de raconter pour. C'est plus moi qui ai des questions qu'eux, en fait. Après, c'est ton boulot. Oui, mais je veux dire sur le fonctionnement, sur. Si tu avais à nous donner des exemples, donc on le voit assez bien, le parcours de vie de la nonagénaire, voilà, qui veut laisser une trace pour ses enfants, ses petits-enfants. T'as quoi d'autre je sais même pas comment on pourrait dire, mais comme typologie de clients? Pourquoi les gens ont besoin d'écrire? Alors c'est un peu la même chose pour la dame là, de 37 ans et pour ma petite jeune de 28 ans. Elles ont vécu des choses un peu lourdes. Je ne peux pas rentrer en détail, mais elles ne veulent pas laisser de secret de famille. Et ce qu'elles ont vécu, elles veulent que leurs enfants soient au courant le plus tôt possible. Alors, ils sont souvent encore trop jeunes pour avoir l'information, mais elles les préparent déjà. J'ai une petite jeune de 28 ans, elle m'épate, parce qu'elle a vraiment vécu quelque chose d'assez terrible. Et son fils a 10 ans, et elle le prépare pour quand il aura entre 15 et 20 ans. Elle se dit, ça sera fait. S'il m'arrive quelque chose, ben, au moins ça sera fait. Elle dit, je ne comprends pas ce qu'il m'arrive quelque chose, mais ça sera... Voilà, elle est super prévoyante. Et elle veut que son fils sache qui est sa mère. Elle ne veut pas lui cacher ce qui lui est arrivé. Donc voilà, c'est souvent laisser une trace, ne pas laisser de secret. Ils sont souvent au fait, parce qu'ils sont renseignés ou intuitivement, que s'ils le gardent pour eux, ça peut avoir un impact sur les générations à venir en fait. Donc du coup, on pose tout, voire même on se fait aider avec un regard extérieur qui va rendre la chose intelligible. C'est ça. Parce que c'est dur des fois de faire le tri dans ses souvenirs et de l'organiser, Alors, je trouve. c'est dur. Et si on reprend les personnes qui ont cette démarche-là intuitivement, je les adore parce que si on prend le psychiatre, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, il va expliquer que quand on a vécu un traumatisme, il vaut mieux déjà le raconter à l'écrit que le raconter à l'oral, parce que la personne qui le reçoit va être face à un texte et pas face à la personne qui, elle, pourrait dégager une émotion et donc modifier son discours et ne pas tout dire. Et encore mieux de passer par un tiers qui n'est pas affecté par l'histoire, donc le biographe, parce que lui va poser des questions, il va être neutre et il va écrire
Et il va écrire en étant neutre, et du coup, ça mettra une distance. Et la personne qui va recevoir le texte va recevoir l'histoire, mais pas le traumatisme. Alors que cette même personne, si elle raconte ce qu'elle a vécu directement à son fils, enfin à ses descendants, risque de pleurer, risque de modifier son discours et risque de transmettre le traumatisme en même temps qu'elle transmet l'histoire. Cette notion de transmission, elle est, des fois on a l'impression qu'elle est presque à contre-courant. Là, on est dans quelque chose, dans une mouvance où on a énormément d'injonctions d'immédiateté, où on a une instantanéité permanente. Toi, par ton activité de biographe, tu prends le pendant, Oui. Où on s'inscrit dans le temps long. À double titre, voire 3, mais surtout à double titre. Le processus est long parce qu'il y a le temps que la personne appelle, le temps qu'on se lance dans le projet, le temps d'écriture, parce qu'en fonction de la biographie à écrire, le nombre d'entretiens va être plus ou moins long. Financièrement, il y en a qui vont étaler plus que d'autres aussi. Mais du coup, pendant ce temps, ça mouline. Le temps que j'écrive le texte, que je leur soumette, qu'elles le relisent, qu'elles modifient, enfin voilà, il peut passer 1 an, 2 ans avant d'avoir le livre en main. Et on les avise, il y a des personnes qui ne s'y attendent pas, il y en a qui l'avaient en tête tout de suite. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont écrit maintenant que leur famille va le lire maintenant. Ouais. Donc là aussi, ça décale dans le temps. Ça décale dans le temps. La temporalité de celui qui reçoit n'est pas celle de celui qui écrit. Il n'a pas forcément besoin de recevoir l'histoire tout de suite. Donc on peut écrire pour que ce soit lu peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ou quand on ouvrira une boîte dans un grenier. Et en fait, on se dit toujours que on finit par se poser des questions. Ouais. On finit toujours par se poser des questions. Souvent on se dit « Ah mais non, mes grands-parents sont toujours là, je leur poserai la question. » Et on n'a pas fait la démarche, ils n'ont pas fait la démarche, ils ne savaient pas que ça existait, enfin il y a plein de raisons pour le faire, pour ne pas l'avoir fait plus exactement. Tandis que là, avec un livre, même si les petits-enfants se posent les questions qu'une fois que les grands-parents ne sont plus là, ils auront les réponses. Et ils auront surtout la version de la personne qui a vécu les choses. Et pas la transformation aussi de toutes les toutes les générations qu'on suivi. Pourquoi tu fais ce métier-là, toi ? Je crois que la passion de la rencontre, en fait, le meilleur moment, c'est la découverte. C'est même pas l'écriture. Alors l'écriture, pour moi, c'est un mode de fonctionnement, mais le meilleur moment, c'est la découverte et l'infinité des possibles, le non-jugement, parce qu'on se rend compte que derrière des personnes, il s'est passé des choses ou terrifiantes ou magnifiques, ou les deux à la fois, mais que, encore une fois, ça se voit pas sur leur tête. Enfin, et on découvre des métiers qu'on n'aurait pas imaginés, et voilà. Il y a plein de choses. Ouais, c'est la passion de la découverte, je crois. Et s'accorder le temps de la rencontre. Oui, parce que du coup, on a vraiment une rencontre longue. Il y a des personnes qu'on va voir. La plus courte biographie que j'ai faite, j'ai passé 6 heures, mais c'était 6 heures denses, il a envoyé. Ok. Il y a un monsieur, j'ai passé 13 heures. Voilà, on a vraiment le temps de la rencontre. Parce qu'au-delà de la rencontre, des temps d'entretien, il y a tous les échanges à côté, la lecture du texte, on rebouge des choses. Voilà, c'est un temps long. Oui, et en même temps, quand je t'entends dire 6 heures, 13 heures, ça vient aussi casser une idée reçue de on va travailler pendant 4 ans ensemble, à se voir une fois par semaine. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que on considère, en général, alors moi je travaille quand je fais vraiment de la biographie en entier, on parle de la page blanche, j'essaye de voir les personnes tous les 15 jours, 3 semaines, par séance de 2 heures. Ok. Voilà. Parce que 1 heure ça passe vite, 3 heures c'est long. Si pour elle c'est trop rapproché, on va écarter. Voilà. Ça veut dire aussi, toi, en tant qu'indépendante, donc tu as ta propre structure, ça a été aussi tout ça à apprendre de gérer les gens avec qui tu travaillais, leurs besoins, leur temporalité. Et c'est un peu l'inverse de ce que tu vivais dans ton activité professionnelle d'avant. Oui, parce que alors c'était un vrai sujet pour moi au départ. Donc je travaillais dans une banque. Et je prenais l'image de la personne qui avait acheté sa voiture et qui était chez le concessionnaire qui m'appelait. Oui, alors j'ai besoin d'un prêt. Oui, mais non, en fait, il y a un délai de 14 jours. Comment on fait voilà.
Et là, ils ont le temps. Et j'étais très perturbée au départ, donc ça a donné lieu au départ à un peu de procrastination parce que Ouais, on est large. on est large. On est large. C'est ça, on est large. Alors qu'avant, c'était toujours tout de suite pour dans la date chez le notaire qui arrivait. Enfin, il y avait toujours un truc qui rendait urgent. Alors que là, ils sont pas pressés en fait. Ils sont pas pressés, mais ils ont besoin d'un cadre quand même. Voilà. Il faut, on essaye dès le départ, dire ça va être tous les temps. Après, bien sûr, s'il faut que ça bouge, ça évolue. Mais il y a un cadre au départ, mais ils sont pas dans l'urgence comme ça pouvait être avant. C'était toujours tout de suite pour l'avant-veille, en fait. Et du coup, alors, il y a eu ce réapprentissage-là, ou cet apprentissage-là, quand tu as quitté le salariat Oui. traditionnel, on va le dire comme ça. C'est quoi les grandes différences aussi d'un point de vue toi individuel entre être en CDI à un poste bien déterminé et ton activité aujourd'hui de biographe indépendante? Ce qui change quand même, c'est le travail en équipe. J'avais une assistante, j'avais des objectifs clairs déterminés par une hiérarchie. Là, c'est se reconstituer un réseau différemment, faire partie d'un réseau de biographes, louer un bureau pour pas être toujours tout seul à la maison quand même. Voilà. J'ai beau être une introvertie et me plaire dans ma grotte à la maison, au bout d'un moment, c'est pas mal d'en sortir quand même. Souvent, et à travers ce podcast-là, on va aller aussi explorer les conditions d'exercice et comment je me sens dans la posture d'indépendant. Et il y en a plein qui nous disent tout sauf la solitude. Oui à la liberté et non à la solitude. C'est comme ça que tu le vois aussi? Oui, et alors je vais inclure dedans le fait d'avoir tout de suite créé une structure. Alors moi qui viens de la banque, alors je pense qu'il y a aussi un gros formatage de la banque, je ne nie pas la question, mais d'avoir tout de suite créé une structure juridique où du coup j'ai eu un avocat à qui me référer, une comptable à qui ça l'a fait beaucoup rire parce que l'une des plus petites clientes du cabinet, je suis toujours en train de lui envoyer alors j'ai acheté ça, mais donc ça c'est pour ça, ça c'est pour... J'explique toute ma vie en fait. Tous mes choix d'investissement. Tu veux dire, tu écris ta biographie pour ton comptable. C'est ça. La biographie de tous mes achats. J'exagère un peu, mais pas loin. Voilà, mais d'avoir tout de suite créé une structure, je crois que j'avais besoin de ça. J'ai toujours travaillé pour un établissement et en plus pour une activité très normée, très encadrée juridiquement, le devoir de conseil. Et j'avais besoin de retrouver ce cadre, en fait. La liberté dans le cadre. La liberté dans le cadre, c'est ça. Ouais. Quel conseil justement tu donnerais il y en a qui nous écoutent, qui poseront potentiellement la question de se dire « Ah mais attends, moi aussi j'aime bien écrire, puis j'aime bien raconter les histoires des autres, et puis tout ça. » Allez, à quoi il faut faire attention et sur quoi il faut être vigilant? On est nombreux à se le dire, à faire attention, c'est un métier d'écriture, oui, mais c'est surtout un métier d'écoute. Donc de pas... si on est très très attiré que par la fiction, attention, parce qu'on n'est pas là pour écrire une fiction de la vie. Enfin, sauf quelques cas particuliers, j'ai une consoeur qui en a fait, entre guillemets, sa spécialité, où elle fait de l'autofiction, mais à la demande des narrateurs, mais c'est pas nous. C'est drôle ça. C'est pas à nous d'aller injecter de la fiction comme ça. Donc de faire attention... moi, j'ai la chance par rapport à d'autres confrères et consoeurs, je trouve justement que c'est pas un métier passion. Ma passion n'est pas l'écriture, ma passion c'est la rencontre en fait. Et du coup, j'estime que je sais assez bien partager ce que je fais. Ça veut dire qu'on met en garde aussi contre, allez, je vais être bien cash, contre les écrivains ratés. Qui voulaient faire carrière en leur nom propre, puis finalement ça marche pas, donc du coup je vais écrire la vie des autres. Alors je sais pas s'il y en a tant que ça, j'arrive pas à cerner, je pense qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a tant que ça, je sais pas. Et il faut vraiment aimer aller à la rencontre, faut prospecter, faut se montrer, faut en parler, parce que c'est un métier où quand on est sur les réseaux sociaux, l'algorithme joue en notre sens et nous en montre plein, donc on a l'impression que c'est super connu et tout. Et en fait, on se promène dans la rue, on peut le faire. Ah bon, je savais pas que ça existait. Voilà. Et en fait, on est plus dans la vraie vie,
on est plus confronté à ah bon, c'est possible que c'est génial, je vais le faire quoi. Donc, le conseil, c'est si vous avez envie d'écrire pour vous-même, eh ben, écrivez pour vous-même. Oui. Et de bien se garder ça en parallèle. Ok. L'idée, c'est pas de. Quand on écrit la vie de nos narrateurs, on n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour que ces lecteurs le retrouvent. Il y a la notion du coup de je me mets au service d'eux. Oui, c'est ça. Donc je suis pas là pour briller moi. Oui. Je suis là pour faire Il briller faut l'autre. accepter qu'en plus, à l'arrivée, sur la couverture, c'est pas notre nom. C'est le nom de notre narrateur. Et ça, c'est pas frustrant? Moi, pas du tout. Alors, en général, c'est inclus dans le contrat. On met juste intérieur propos recueillis et mis en forme par. Voilà. Et après, dans 99% des cas que j'ai rencontrés, pareil, je ne vais pas donner de. Mais nos narrateurs sont plutôt cool et ne vendent pas qu'ils ont écrit eux-mêmes. Ils nous mettent plutôt en valeur qu'autre chose. Oui. Mais ça peut arriver, ce serait normal en fait. Donc on est vraiment dans la posture de je me mets au service d'eux, Oui. Je propose un service, Oui. Donc je propose une méthodologie, Oui. Un outil, des compétences. Je suis l'outil quoi. Oui, c'est ça. Ok. Ok, donc ça oui, si vous avez envie de vous lancer dans dans l'idée, voilà, si vous avez des velléités d'écriture en votre nom propre pour démontrer votre style, parce que vous avez un imaginaire débordant, ok, très bien. Mais en parallèle. En parallèle, oui. Là, quand on est dans le métier de biographe, on sait d'office, on se met dans le moule de la personne, du narrateur. Tu dis et moi, oui, alors moi je les appelle les narrateurs, il y en a qui les appellent les biographés, j'aime plus de parler avec les narrateurs. Ouais. Et alors moi c'est encore renforcé parce qu'en parallèle de l'activité de biographe, je suis correctrice et c'est encore pire en fait. Parce qu'on est là pour améliorer le texte, dans le sens qu'on corrige les erreurs, qui ne vont pas être qu'orthographiques, elles vont être de la syntaxe, mais ça peut être aussi des erreurs sur des noms propres, où on se rend compte de dates qui sont fausses. Enfin, c'est vraiment, ça va plus loin que juste les S qui manquent sur les codes. Mais on peut faire des propositions de réécriture, mais en respectant le style de l'auteur. Donc voilà. Biographe plus correcteur, c'est vraiment on sait que nous on est dans l'ombre en fait. Et il faut l'accepter. Mais ça veut dire aussi que tu permets à des histoires d'exister. Tu permets à la transmettre. C'est magnifique. Enfin, quand à la fin ils ont leur livre en main, c'est. Il se passe quoi quand tu as fini ta première biographie et que tu as remis le livre, tu te souviens de ce moment-là? C'est magique à chaque fois parce que la personne se dit waouh, on a fait ça. Enfin, voilà. Ils se disent oui, moi aussi je peux avoir mon livre en fait. Et c'est là où on a beau avoir tout le numérique, le fait qu'ils touchent leur vrai livre papier, c'est magique. C'est magique. C'est magique. Et à chaque fois, ça le fait, quoi. À chaque fois, ça le fait. Il y a toujours ce temps, même des chefs d'entreprise ou même des mamies qui n'ont plus rien à prouver. Mais aucune. Alors déjà, je tiens vraiment à le dire, aucune des personnes avec qui je travaille n'est des mégalos ou des voilà. Parce qu'on me l'a dit, il faut que tu trouves des mégalos. Oui, ben en fait non. Et j'en ai aucun. Mais justement, il y a une émotion qui se dégage. C'est voilà, pour eux, ça leur semblait impensable. Et si ils l'ont, et dans un objectif bien précis, et tous, ils sont émus. Alors, ils pleurent ou pas, mais c'est palpable. Ça, c'est chouette de permettre ça. Ah ouais. Tu veux changer de métier là bientôt? Ah non. Pourquoi? Parce que c'est trop beau. Parce que c'est trop beau comme métier. Je pense que on va pas en rajouter. On va s'arrêter là-dessus. C'est trop beau comme métier. Ça permet trop de choses, des belles rencontres. Ouais. Je pense de te nourrir toi aussi en tant qu'individu. Alors, ça nourrit parce que... alors là, je vais reprendre Emmanuel Carrère qui dit on sort de notre précaré parce que... j'ai écrit pour un chef d'entreprise qui effectivement n'a plus rien à prouver, voilà, mais d'une humilité folle.
Et la semaine dernière, j'étais avec une dame qui vit en HLM et qui sacrifie un budget pour le faire. Et voilà, et de tous, on sort en se disant, oui, ils ont tous quelque chose à m'apprendre en fait. Ils ont tous quelque chose à m'apprendre. Donc, vous l'aurez compris, Amélie, c'est pas une passionnée, c'est mieux que ça. C'est une professionnelle voilà, qui aime ce qu'elle fait, qui aime se mettre au service des histoires des autres. Et ben ça fait partie des belles histoires qu'on a dans Freelance & Co, tu vois, le podcast des talents. Vous savez où nous retrouver, on est sur les chaînes habituelles. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis de toute façon, voilà, Amélie, tu es sur LinkedIn? Je suis sur LinkedIn, je suis sur Insta, mais plus sur LinkedIn quand même. Ok. Ok, puis au pire, nous, on sait où la trouver. Donc vous n'hésitez pas. D'ici là, on vous souhaite un bon moment. On a hâte de vous retrouver avec une nouvelle rencontre inspirante. Pareil qu'Amélie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. À bientôt tout le monde.